Starknet? Non, Starkware. Non, Stark. Bah, vous y comprenez rien? Vous inquiétez pas, Abdelhamid Bakhta est là. Il est un des core développeurs d'Ethereum et a notamment été leader lors d'une des plus grosses mises à jour du protocole, appelée EIP 1559. Starkware est l'entreprise qui développe le réseau Starknet, pour l'instant encore centralisé, mais qui sera à terme, souhaitons-le, un layer 2 d'Ethereum décentralisé. Tout cet écosystème repose sur une innovation mathématique appelée Stark. Je vous ai condensé les informations que M. Bakhta délivre à ce sujet au cours d'une interview réalisée le 23 décembre 2022 par Sam et Benoît du Journal du Coin. Je vous mets évidemment le lien en description pour accéder à l'interview entière sur leur chaîne YouTube. Interview qui ne se limite absolument pas à l'écosystème de Starkware, qui balaye nombre de protocoles avec quelques éloges ou félicitations et avec quelques bons gros tacles, comme on aime. Bonne écoute. Tout a commencé avec la création de la base de tout ce qu'on fait, à savoir les Stark. Donc en fait, les Stark qui sont une construction mathématique qui permet de faire plein de choses assez magiques. Donc ça, c'était voilà aux alentours de 2018 avec la sortie du white paper sur les Stark, avec notamment Eli Ben Sasson, qui est le président de Starkware et qui est un illustre mathématicien. Et donc, ça a commencé par donc une nouvelle primitive, une nouvelle construction mathématique qui permettait de prouver quelque chose sur une affirmation sans révéler quoi que ce soit sur l'affirmation en tant que telle. En plus de ça, la beauté, c'est que il est plus facile de vérifier la preuve que de refaire le calcul qui a amené au résultat de cette affirmation. Donc, au début, voilà, c'était une construction mathématique et tout. Donc, on se dit, ouais, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Donc, très rapidement, l'idée, c'était de se dire, il y a quand même un écosystème, une industrie dans laquelle on se soucie de la confiance et de pouvoir prouver des choses et de ne pas avoir à compter sur un intermédiaire, c'est bien la blockchain. Donc très rapidement, les cas d'utilisation possibles de cette nouvelle primitive mathématique ont été portés sur la blockchain. Donc au début, l'idée était de se dire, on va faire des cas d'application spécifiques sur la blockchain. Donc ça a commencé par des cas d'application simples, comme le transfert de transactions, ou alors des briques sur les NFT pour monter des NFT, etc. Un petit peu les use cases phares les plus répandus sur l'écosystème Ethereum notamment. Et donc de là, progressivement, est née l'idée de StarkX. Donc ça, c'était le premier vrai produit de Starkware. Donc StarkX, c'est des briques donc as a service. Donc as a service, ça veut dire là, vous avez Starkware, l'entité qui va opérer StarkX. Et vous, si vous êtes client de StarkX, en fait, vous pouvez utiliser StarkX comme un produit SaaS. Donc les produits SaaS, c'est ce qu'on voit partout dans le web traditionnel. Et en fait, du coup, vous déléguez la partie génération des preuves mathématiques à l'opérateur qui est Starkware, et vous pouvez l'utiliser pour scaler vos transactions. Donc, donnons un cas d'application concrète. DYDX, par exemple, qui était l'un des premiers gros clients de StarkX, eux, voilà, l'idée, c'est de faire un order book de transactions qui va être décentralisé. Donc, en fait, l'équivalent de pouvoir ce qu'on fait sur un exchange centralisé comme Binance, mais le faire de manière décentralisée. Mais évidemment, sur Ethereum, au niveau du layer 1, c'est compliqué en termes de scalabilité, le coût des transactions, etc. Donc, ça pouvait pas marcher. Donc, DYDX, ils ont utilisé StarkX pour ses propriétés de scalabilité. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est ce qui se passe, c'est que DYDX va soumettre un paquet de transactions à StarkX. Et StarkX va s'occuper en gros, d'agréger toutes ces transactions et de générer des preuves de ces transactions et de soumettre ces preuves à Ethereum. De telle manière que, comme on va compresser, entre guillemets, toutes ces transactions, on va générer une maxi preuve de l'exécution de plein de transactions, ça va coûter beaucoup moins cher. Mais pour autant, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on garde le même niveau de sécurité que Ethereum, parce que en aucun cas, c'est ça qui est aussi magique un petit peu dans le domaine des zero knowledge proof, c'est que vous pouvez, pour le coup, faire confiance
à une entité, même si elle est centralisée, pour générer une preuve. Mais malgré tout, c'est pas grave, parce qu'en aucun cas, elle ne sera capable de générer une preuve qui est fausse. Et en aucun cas, du coup, elle ne pourra faire une action malveillante. Pour en fait faire les actions sur Ethereum, c'est un smart contract qui vérifie la preuve. Donc en fait, on ne pourrait juste littéralement pas faire en sorte de falsifier une mauvaise preuve parce que Ethereum la refuserait. C'est ça la beauté. C'est pour ça qu'on dit qu'on hérite des propriétés de sécurité du layer 1. C'est parce que littéralement, on ne peut pas soumettre une fausse preuve. On a parlé de Stark, la construction mathématique. En fait, pour la faire simple, ça repose sur un système, ce qu'on appelle des contraintes polynomiales, mais sans rentrer dans le détail, c'est des équations mathématiques, peu importe. En gros, vous devez vous dire, il y a quelque chose à prouver, peu importe ce que c'est à la base, à la fin, ça deviendra des équations mathématiques. Et en fait, ce qu'il faut bien constater, c'est que c'est compliqué en fait de passer de la chose de base qu'on veut prouver. Donc, par exemple, prouver que moi, je t'ai envoyé un 10 Ethers, par exemple. À la fin, ça va devenir un ensemble d'équations mathématiques. Mais en fait, c'est compliqué. Et ce process-là, il était fait à la main au début de Starknet. Donc, en fait, il dit, OK, si on veut prouver une transaction, comment on peut traduire ça en un certain nombre d'équations mathématiques pour que ça soit prouvable. Et donc, c'était long, répétitif, et à chaque fois que tu voulais faire un nouveau cas d'application, et ben en fait, tu devais tout recommencer à la main. Donc, par exemple, quand ça a été fait sur un transfert RC20, après, quand ils ont voulu rajouter une brique NFT, ils ont dû refaire le travail à la main, de reconstruire toutes ces équations mathématiques, etc. Et c'est un travail qui est vraiment compliqué. Hein. Ça monopolise plusieurs ingénieurs pendant des semaines et des semaines juste pour prouver une simple chose, quoi. Et donc, en fait, les ingénieurs de Starkware, ils se sont dit, ça va être compliqué, on va essayer de se faciliter le travail. Et ils ont inventé quelque chose, un langage qui s'appelle Cairo, qui permettait de faire ce travail fastidieux à leur place. Et d'être capable de dire, OK, on va faire un langage de programmation qui, à la fin, sera, lui, capable de construire toutes ces fameuses équations mathématiques et faire le processus qui est compliqué pour un humain, qui est long et qui est pas... Et c'était, à la base, un outil interne. Cairo n'avait pas vocation à devenir un outil grand public. À l'époque, il n'y avait même pas de question de Starknet, tu vois. C'était vraiment un outil interne. Et en fait, il est devenu tellement pratique et tout, ils se sont dit, mais en fait, on vient d'inventer une arme de destruction massive, là, les gars. On peut peut-être en faire quelque chose. Les prochaines échéances, en gros, on va dire qu'on a 3 gros volets. On a le premier volet qui est le passage à Cairo 1.0. Et en fait, l'idée avec la nouvelle sortie, c'est qu'il va se rapprocher d'un langage qui s'appelle Rust, qui est massivement utilisé, notamment dans l'écosystème blockchain. Donc, il sera beaucoup plus facile pour un développeur d'apprendre ce langage. Donc, en fait, sachant que pour nous, il faut comprendre que c'est crucial d'amener des développeurs pour construire sur l'écosystème. Et comme, à la différence de tous nos compétiteurs, on n'est pas EVM compatible, ça veut dire que c'est encore plus crucial pour nous d'être capable d'amener des développeurs. Déjà, pour tous les développeurs Rust, ça va être beaucoup plus simple pour eux. Et en fait, il y en a beaucoup, déjà dans la blockchain, mais aussi dans le Web 2. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut attirer aussi des développeurs potentiellement qui vont aller directement dans le Web 3 par un layer 2. Et ça, c'est intéressant. Il y a une timeline, on est environ aux alentours de fin février, mi-mars. Deuxième gros volet, c'est les performances du système. Parce qu'en fait, la scalabilité comprend 2 facteurs. Elle comprend le débit de transaction, mais aussi le coût des transactions. On aimerait, d'ici à les 6 mois, avoir un débit potentiellement de 10 fois celui d'Ethereum à 100 fois moins cher. Donc, quand on dit bottleneck, c'est le boulon d'étranglement, c'est-à-dire c'est l'élément qui le plus limitant dans un système. Donc, on appelle ça le bottleneck. Donc, le bottleneck, paradoxalement, ce n'est pas la partie génération des preuves, c'est la partie exécution des programmes Cairo, et ça c'est fait par l'entité qui s'appelle le séquenceur. Donc il y a 2 entités en fait qui ont travaillé sur un zk-rollup. Il y a le séquenceur qui va exécuter les programmes, créer les blocs, etc. Et il y a le prover. Donc, au niveau du prover, on est bon, on n'est pas du tout, il n'y a pas du tout de volet d'étranglement à ce niveau-là, et on peut aller encore beaucoup plus loin, notamment parce qu'on en parlera, mais on a la récursion des preuves, on peut faire de la parallélisation de génération des preuves. On est loin du max côté génération des preuves. L'exécution, le gros facteur limitant pour l'instant, et c'est presque de l'histoire ancienne, c'est pour ça que ça va faire du bien, c'est la machine virtuelle Cairo. La première version était faite en Python. Donc, Python, c'est un langage qui est très utilisé, notamment dans le domaine académique, recherche, maths, etc. Donc, Starkware qui a une très grosse appétence côté maths et recherche. Donc, ils étaient partis naturellement sur Python.
mais pour de la production des gros systèmes, c'est très très lent, Python. Et du coup, là, il y a une entité qui est externe à Starkware, donc c'est ça aussi qui est intéressant, qui s'appelle Lambda Class, qui ont refait complètement de zéro la machine virtuelle Cairo en Rust. Et Rust est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide que Python. Donc, les premières estimations, on aurait aux alentours d'une amélioration de x30, rien qu'en passant la VM Cairo en Rust. Donc, en gros, par rapport aux chiffres où on en est, si ça s'avère être vrai, donc là, on est aux alentours de 2,5 TPS environ. Allez, on va dire x30, ça nous amène à 60 environ. Et là, on arrive à 5 fois Ethereum déjà. Rien qu'avec ça. Si ça se passe bien. Voilà. Donc ça, c'est... Timeline aussi? Je te pose la même question, mais... Ouais, timeline aussi, bah, c'est à peu près aux alentours de Cairo 1.0 aussi. Ok, donc... Et le troisième, c'est la décentralisation du réseau. Tout à l'heure, je disais, dans le domaine des zero knowledge proof, c'est pas grave de faire confiance à un acteur pour générer les preuves. C'est vrai, mais il y a quand même un petit problème qui est que cet acteur, il peut vous censurer. En fait, il y a deux problèmes. Du coup, si il y a un problème au niveau du réseau et que les nœuds tombent, le prouveur, bah, le réseau est bloqué. Si l'opérateur tombe ou il est malveillant, bah, le réseau est bloqué. Donc la résistance à la censure, cette propriété n'est pas garantie. Donc pour ces deux choses-là, on a besoin d'une décentralisation du réseau. C'est l'une des raisons, si ce n'est la raison majeure de la création du token, c'est pour être capable de décentraliser le réseau et d'avoir une incentive en fait pour participer à la décentralisation de ce réseau. Il y a deux fonctions cruciales, la partie séquenceur et la partie prouveur. Okay, on peut y faire en deux temps. Il est probable qu'on fasse d'abord décentraliser les séquenceurs, on reste en monoprouveur, ok, et après on aura multi-séquenceur, multi-prouveur, d'accord. Et en fait, du coup, quand on a ça, bah du coup, ça permet d'avoir une meilleure résilience du réseau, etc. En parallèle de ça, de la décentralisation, il y a aussi quelque chose d'autre qui va permettre d'obtenir de la résistance à la censure. Et en gros, c'est ce qu'on appelle il y a plusieurs façons de l'appeler, mais un escape hatch. C'est une façon pour un utilisateur qui est sur Starknet de forcer une transaction sur le L1, même si l'opérateur n'est pas présent. Donc ça, c'est énorme, parce qu'une fois qu'on a ça, bah, en fait, on est bien, parce que si jamais il y a un problème, tu pourras toujours withdraw tes fonds sur Ethereum. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous. À très vite.